particulier par les entreprises, un dispositif d'adhésion et d'engagement, et donc un certain nombre d'entreprises se sont engagées dans cette stratégie nationale pour la biodiversité avec des actions très concrètes, dont certaines sont d'ailleurs en lien avec la trame verte et bleue. Donc je voulais juste rappeler ce point, et toutes les entreprises qui veulent bien s'engager peuvent, ou collectivités d'ailleurs, dans la SNB peuvent bien évidemment le faire. Merci. Pierre Frappat avait également demandé la parole, et ensuite M. Dervieux. Pierre Frappat, donc je suis un peu deux casquettes d'une certaine façon, puisque je travaille au Parc naturel régional du Luberon, et je suis aussi élu d'une petite commune rurale, 171 habitants, qui est en fait, qui est en quelque sorte coincée entre le Parc du Luberon et le Parc du Verdon, et tout en étant ni dans l'une, ni dans l'un, ni dans l'autre, et avec aucune perspective actuelle au moins d'adhérer, pouvoir entrer dans l'un ou l'autre. Et alors je veux dire, autant je pense que les parcs naturels régionaux, notamment, sont des structures qui permettent d'avoir, d'ailleurs ici, il y a beaucoup de représentants élus et quelques techniciens des parcs, peut-être encore plus cet après-midi. Donc il y a là des lieux, des espaces sur lesquels il y a une concentration, je dirais, de matière grise, de conscientisation, en quelque sorte, hein, qui permet de faire un travail important. Nous, au niveau du Luberon, on engage, on avait d'ailleurs une réunion toute cette semaine, hein, en début de semaine, pour travailler là-dessus, avec notamment Thierry Tatoni. Voilà. Donc on a effectivement sur les parcs, il y a de la matière, en quelque sorte. Mais par contre, il y a tous ces espaces en dehors des parcs, en dehors des organisations qui sont en quelque sorte porteuses de ces sensibilités-là. Il y a des espaces qui sont relativement importants. Alors évidemment, ils sont de moins en moins importants au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de parcs. Mais je crois qu'il y en aura toujours ces espaces interstitiels, en quelque sorte. Et là, il y a un déficit, par contre, d'outils, non pas tant d'outils réglementaires, mais d'outils conceptuels, de matières grises, etc., qui peuvent travailler dans les questions, à la fois aussi dans l'explication aux élus, aux habitants, etc. On est beaucoup plus désarmé dès qu'on sort de ces espaces un peu, qu'on dit, protégés, hein, d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà, je crois que là, il y a une réflexion qui serait importante, à mon avis, à avoir au niveau régional, parce que c'est un problème à l'échelle régionale. Votre voisin, je crois, voulait également rajouter quelque chose, et ensuite M. Dervieux. Oui, bonjour, Alain Mars du CAE des Hautes-Alpes. Moi, je voulais rebondir sur les propos d'Yves Goïc, où effectivement, je pense que la dynamique est pas si rose que ça, notamment, et je pense que la région, il faudrait qu'on puisse ensemble appréhender cette problématique comme telle, des différences entre les zones rurales, avec un tissu naturel un peu existant en dehors des parcs, où la population a du mal à la toucher. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez dans des petits villages de 200 habitants, au fin fond du Queyras, au fin fond du Briançonnais, on leur parle de trame verte et bleue, les personnes se sentent déjà dans un écrin naturel, où ils pensent, à tort, hein, que l'écologie se porte très bien, à tort, je dis bien, et c'est très dur de toucher cette population-là. Je cite un exemple, il n'y a pas longtemps, d'une petite commune sur laquelle on a travaillé, où justement on les incitait à préserver le paysage, certaines cônes de vue, de mettre en place des espaces préservation de l'environnement, mais la population n'y adhère pas en nous disant, mais de toute façon, du vert, il y en a partout autour de nous. Et donc c'est autant, je pense, en tissu urbain, avec une densité importante, où la problématique de l'écologie se fait sentir par la personne de tous les jours. On l'a vu ce matin en arrivant sur Marseille d'ailleurs. Mais sur d'autres espaces, c'est plus dur de faire passer ce message-là. C'est pour ça que j'étais très intéressé par Madame le maire de Niort, qui, à contrario, nous disait que pour elle, c'était plus dur de toucher ses élus que toucher sa population. Donc il faut, je pense, faire le distinguo entre ces deux types de géographie et d'espace. Je connais toujours d'ailleurs cette immense difficulté que vous soulevez, parce que la communauté de communes que je présidais n'était pas dans un espace, c'est un espace rural caractéristique, avec des champs, avec des bosquets, des
petites rivières, etc. Mais il n'y avait pas de protection, ni de signes indicateurs que c'était... Et donc, j'ai obtenu, dans le cadre de la communauté de communes que je présidais, de la compétence environnementale, qui est une des compétences obligatoires dans les communautés de communes, que nous fassions une étude paysagère des 31 communes, parce que je me suis dit, si je dis moi que ça ne va pas, ils vont dire ils nous ennuient, pour dire les choses poliment. Et si je le fais dire par un paysagiste, parce que je dis on va faire un bilan, où est-ce qu'on en est, comment les entrées de village, comment, etc. Puis je leur ai dit, vous allez pouvoir valoriser vos villages, faire des villages fleuris, etc. Enfin, je les ai pris par le bon bout. Et le paysagiste, il est arrivé, et ça a été rude. Parce qu'au fur et à mesure, quand ils sont rentrés dans l'étude, ils se sont intéressés, on leur a fait toucher du doigt qu'il y avait des monstruosités, qu'il y avait des trucs qui étaient superbes, qui n'étaient pas mis en valeur, etc. Donc c'était un œil extérieur qui est venu dire, ça aurait été une catastrophe que ça soit moi. Même le CAUE pouvait m'aider à préparer, ils m'ont aidé d'ailleurs à préparer le cahier des charges de l'étude paysagère. Mais ça a été une très bonne porte d'entrée à la sensibilisation. Voilà, je vous le suggère. Il y a monsieur Abbé à côté. Qui c'est que tu as vu, toi? Puis il y avait Yves aussi. Voilà. Parce que... Voilà, par contre, je me permets de juste vous demander de faire court, parce qu'il y a encore une intervention, oui, que nous devons aller déjeuner à 13h et qu'ensuite ça reprend à 14h. Je vais être bref, pardon, donc, Alain Dervieux, je l'ai déjà dit. La preuve qu'il faut mettre un peu de contenu dans ce terme de biodiversité, c'est qu'il ne faut pas confondre biodiversité et nombre d'espèces. Ce n'est pas la même chose. Donc s'il y a des boisements autour de certains villages ruraux qui se développent, ce n'est pas forcément un problème. Après, si on veut autre chose, il faut le décider ensemble. Donc pour aller vite, hein, je passe vite puisqu'on nous a demandé de le faire, je vais rebondir sur la deuxième partie qui me ramène au discours de M. Bignon. C'est premièrement, nous sommes un public captif ici. Je serais curieux de savoir combien il y a d'élus. En tout cas, il n'y en a sûrement pas 150. C'est un peu dommage. Donc la question que je pose et qui me paraît extrêmement importante, ça vient d'être dit un petit peu sous une autre forme par M. Bignon, c'est que c'est trame verte et bleue, enfin schéma de cohérence, tout ce que vous voulez. Comment et avec qui? Parce que si c'est des choses qui viennent et qui sont appliquées de là-haut, hein, c'est-à-dire descendant comme d'habitude, j'insiste sur le comme d'habitude, ça ne va pas marcher ça. Donc il faut trouver le moyen, et c'est peut-être le plus compliqué, d'être non seulement avec les élus, qui sont le relais de la population, mais aussi avec la population, les agriculteurs, etc., etc. Mais je pense que c'est pas que je coupais, hein, pas du tout, mais je pense que c'est vraiment dans la démarche. Là, c'était... oui, mais... Il y a eu des choses qui ont été... Non, mais il faut jamais... Oui, mais je ne veux pas te couper, mais l'idée, c'est bien. La réalité, c'est plus compliqué. Ah, mais c'est sûr, hein, mais la vie n'est pas toujours simple, mais au contraire, mais c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Hein, on savait très bien que le passage et le relais avec les élus était le plus compliqué, même s'il y a des intentions, même s'il y a des choses de fait, même s'il y a, à tout niveau d'élus, il y a eu des choses de fait et d'efficaces, aidées après de l'accompagnement. Donc, à chaque jour, mais il ne faut pas désespérer Billancourt, je suis désolée de vous le dire, il faut s'attacher aux choses. Loïc Gasson, ensuite Valentine Desplat. Non, mais si je peux me permettre... Pardon. Si, oui, et encore une intervention. Moi, ouais, mais du coup, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on est frustré un peu quand on est en co-animatrice ou je ne sais pas quoi, de ne pas pouvoir intervenir. Parce qu'en même temps, c'est là où on sait très bien que ce qu'on met en place, c'est aussi parce qu'on pointe les difficultés. On pointe ce qui a été fait, notamment lors de l'étude de faisabilité des VB organisée par les 5 parcs. Et on sait la réalité de nos territoires et la diversité de notre région, et du coup, la problématique de l'approche qui doit être différenciée, adaptée au milieu sur lequel qu'on veut convaincre. Comme je crois que là, on est en train de toucher un sujet essentiel, donc on va un tout petit peu décaler l'heure du déjeuner. Loïc, si tu veux faire court, mais oui, efficace, très court, comme d'habitude. Oui, ça c'est gentil, mais c'est pas vrai. Juste, on vient d'évoquer les endroits où on croit que tout va bien, et en fait, ça va pas si bien que ça. Moi, je parle d'un territoire où on croit que tout va mal. Je parle du Tour de l'Étambert, et finalement, il y a quand même des choses sur lesquelles il faudrait s'appuyer. C'est assez rigolo parce que les territoires où on croit que tout va bien, on a souvent
des structures qui sont là aussi pour accompagner. Et il y a une culture de relation à l'espace naturel ou à l'espace agricole, ou en tout cas à la vie de la nature qui est présente. Et sur ces territoires où, autour de la grande agglomération marseillaise, mais ce serait la même chose sur la grande agglomération niçoise, et autour de l'étang de Berre singulièrement, la question de la biodiversité, c'est une question qui est tout en bas des préoccupations et des soucis. Et moi, je m'interroge sur la capacité de cette démarche du schéma régional de cohérence écologique à aller remonter cet enjeu-là dans l'ordre des enjeux territoriaux. On va traiter la question du risque inondation, on va traiter la question du risque technologique, on va traiter la question de l'emploi industriel. Toutes ces questions-là, elles arrivent très très haut. Et la question de la biodiversité, écoutez, de toute façon, c'est un territoire qui est sacrifié depuis 50 ans. Franchement, vous n'allez pas nous gonfler. Or, si on a un territoire qui est singulier, qui associe, je parle du bassin de Berre, une biodiversité en milieu aquatique sensible, enfin particulièrement marquante, et tous les massifs autour qui vont aller chercher la biodiversité typique des milieux méditerranéens, c'est bien là. Et là, il est hors de question d'envisager d'y faire un parc naturel régional. Enfin, je n'ai pas vu ça en projet, et je pense qu'on aurait quelques difficultés. Mais ceci dit, on a là un enjeu particulièrement lourd. Comment on le traite et comment le schéma permet d'avancer sur ce point-là. Et je reviens, parce que c'est en réaction aux dimensions économiques, et je termine là, sur la biodiversité comme outil touristique. Aujourd'hui, on a des milieux naturels, des paysages qui sont des outils touristiques pour notre région, mais on ne met, à mon avis, pas assez l'accent sur la biodiversité comme outil touristique ou comme enjeu touristique, comme enjeu de visite, de tourisme local et de tourisme lointain. Et là-dessus, je pense qu'il y a aussi des liens économiques à tisser et des points comment dire, de focalisation, de mise en valeur à faire. Je crois qu'il faut jouer la complémentarité avant tout sur beaucoup de choses. Je crois qu'il y avait Valentine. Valentine Desplats, architecte urbaniste au CAIE des Bouches-du-Rhône. J'avais un sentiment un peu mitigé sur la question trame verte et bleue, venue d'en haut. Et je crois qu'il y a, et M. Gachon l'exprime assez fortement, je crois que la trame verte et bleue, elle ne peut être acceptée que si elle émerge d'un projet de territoire ancré, local. Et je crois que l'échelle du PLU, l'échelle du document d'urbanisme, qui est quand même là pour mettre en place les projets de développement communaux, voire après des projets de PLU intercommunaux, mais déjà si on travaille sur l'échelle du PLU, parce que c'est bien ça, hein, le schéma de cohérence, il va être décliné comme un document qui s'impose au PLU. Si c'était l'inverse, si c'était les documents de PLU qui fassent remonter la trame verte et bleue vers le haut, et qu'à un moment donné, on ait des projets de territoire qui soient de qualité, et donc pour avoir des projets de territoire de qualité, il faut savoir mettre l'ingénierie qui va avec, et qu'aujourd'hui, quand on voit mon Dieu, comment dire, la pauvreté, l'indigence de la plupart des documents d'urbanisme, parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire de cette ingénierie. Un PLU aujourd'hui, c'est chronophage, ça prend du temps, les bureaux d'études ne veulent plus y venir, ça nécessite des compétences transversales, pas que des bureaux d'études qui intègrent à l'intérieur toutes plein de compétences mais qui ne les mobilisent pas au moment où il faut. C'est-à-dire qu'en gros, il faut des gens qui se groupent pour travailler ensemble en fonction de ce que le territoire nécessite comme compétences. Donc ce n'est pas de la grosse ingénierie qui parachute ses savoir-faire techno sur un projet de territoire. Et donc ça veut dire qu'il faut mobiliser des financements. Aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que les PLU, ils sont pas payés au prix qu'ils devraient être payés, et que pour avoir un bon projet de territoire, il faut savoir y mettre les financements. Donc moi j'interpelle la région, j'interpelle l'ARP, j'interpelle les institutions, l'État, l'Adréal, pour qu'à un moment donné, les projets de territoire qui vont se décliner dans les PLU soient, que la vraie ingénierie soit payée au juste prix
Et là, peut-être qu'on aura du coup des vrais projets de tram verte et bleue à l'échelon local qui vont remonter vers le haut. Voilà. Merci. Juste avant de passer la parole donc au dernier intervenant, monsieur, juste pour dire que Valentine, donc je t'invite dans ces cas-là non seulement à rester cet après-midi, mais également à venir aux ateliers qui devraient se passer en février, puisque c'est justement sur la traduction concrète, d'après ce que j'ai compris, en tout cas ça devrait être sur ce sujet-là. Et cet après-midi, on devrait en parler aussi. Donc en tout cas ceux qui peuvent rester... Monsieur Entre les moyens et la volonté politique, je crois que le message est passé. Très bien. Je crois qu'il y avait aussi Yves qui voulait réagir après. Oui, mais là, vraiment, c'est 1h-5, il nous reste un mini-film et l'intervention de Thierry Tatoni dont on ne saurait se passer. On mangera rapidement, mais je pense que le dialogue est instauré. Et puis en plus, Yves est descendu justement de ces villages éloignés, mais où les hommes résistent, etc., etc. Il me semble normal qu'on lui laisse la parole. Alors allez-y, et ensuite Yves Goïc. Ouais, bon, on va être bref. Gérard Brun, Chambre régionale d'agriculture, élu à la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence aussi. Donc c'est vrai que vous avez parlé, M. Bignot, du millefeuille. Bon, dans notre jargon, on le connaît très bien. C'est vrai qu'il existe parce que bon, il y a un peu tout qui nous tombe sur le coin de la tête entre Natura 2000, entre la PAC, les verdissements de la PAC, les âges, tout ce que vous voulez. Il y a un tas de réglementations aujourd'hui qui arrivent. On nous a... Quand on voit Natura 2000, Natura 2000, soi-disant au départ, c'était presque inodore, ça n'avait aucune conséquence. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une réglementation derrière qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, sur la trame verte et bleue, on ne sait pas bien où on va, le monde agricole, ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut faire du monde, là où on travaille, où on vit, et ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir une réglementation derrière? Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, pour appliquer une trame verte et bleue, il faudrait déjà qu'on ait un peu plus de dialogue avec les communes, les maires, parce qu'aujourd'hui, dans leur coin, ils font, avec les bureaux d'études, leur trame. On fait du coloriage sur les cartes, on fait des choses, et derrière, le monde agricole, on va un jour découvrir, on vous dit, mais votre terrain, c'est un couloir, c'est la trame, sans savoir ni pourquoi comment. Si on veut faire les choses, on est prêt peut-être à avancer dans la biodiversité, mais il faut quand même qu'on soit un partenaire, mais pas un partenaire actif. On veut être un partenaire actif, mais un partenaire écouté. Il y a des choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, on ne vit pas d'idéologie. L'idéologie est une chose. Mais aujourd'hui, l'agriculture est un métier, on est basé sur l'agronomie. Alors, il y a des choses entre l'idéologie et l'agronomie, il y a des passerelles des fois qui existent, il y a des fois qu'elles n'existent pas. On ne peut pas toujours faire comme on le désire. Voilà, j'aurai, je pense, l'occasion d'intervenir après-midi, mais je voulais dire, sur le monde agricole, un peu l'inquiétude qu'on a et la réticence qu'on a à avancer sur ce dossier, parce que bon, on ne sait pas à la fin comment ça va se sortir. Oui, et donc là, je me tourne vers la présidente, parce qu'il y a énormément de doigts qui se lèvent pour intervenir. Donc, il y a M. Goïc, ensuite il y a M. Santoir qui a demandé la parole, et Yves Gorgeux, donc je ne sais pas trop là. Bon, une minute chacun. Très rapide. Oui, quelques points quand même positifs quand on discute biodiversité. Ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que quand dans les petites communes, ou dans les parcs, quand on réunit tout le monde, il y a la biodiversité, la préoccupation de la biodiversité avance beaucoup. Par contre, aujourd'hui, on est en train de discuter d'un des segments de la biodiversité qui est le problème de la fragmentation et donc de la résolution de ce problème par les trames vertes et bleues notamment et les schémas opposables aux documents d'urbanisme. Je pense que si c'est difficile parce qu'effectivement l'histoire Natura 2000 à juste raison peut inquiéter les agriculteurs, sur les autres problématiques, quand on voit qu'on discute biodiversité et tous les autres problèmes qui sont des atteintes à la biodiversité sortent, je crois que ça veut dire que les choses avancent bien. Mais suivant les territoires, les problèmes de fragmentation ne se posent pas de la même façon. L'approche, il faut faire attention à ne pas tout casser, cette réflexion sur la biodiversité. Et je crois que là, vraiment, on est sur ce qui peut faire éclater la prise de conscience de la biodiversité. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur cette acceptabilité, sur jusqu'où on peut aller dans ces trames. Voilà.
Merci. Oui, juste un mot, j'interviendrai après peut-être pour les PLU, mais ça serait trop long. Mais au niveau de la biodiversité, on l'a dit dans notre... Alors, juste, Pierre Santoire, maire de Moriès. Pardon. Territoire du parc des Alpilles. Voilà. Donc, sur le concept de biodiversité, on en a parlé ce matin dans notre atelier. Je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition ce qui pourrait être une biodiversité sauvage, une biodiversité agricole ou une biodiversité urbaine maintenant avec des parcs urbains ou des choses comme ça. Il y a une biodiversité point à la ligne. Et le monde agricole, l'agriculture fait naturellement partie intégrante de cette biodiversité, mais elle ne peut pas être traitée à part de la biodiversité d'une façon globale. Voilà ce que je voulais dire. Une minute, hein. Oui, oui. J'entendais là comment faire sur d'autres espaces que ceux des parcs naturels régionaux. Moi, je pense que il y a nécessité à s'appuyer sur deux autres espaces que sont les territoires de SCOT et les territoires d'intercommunalité, en particulier des communautés de communes, communautés d'agglomération. C'est-à-dire les territoires, en fait, qui portent et qui porteront les compétences en matière d'urbanisme. Alors, les territoires de SCOT, c'est évident, et les territoires d'intercommunalité, il y a une montée en puissance énorme aujourd'hui de la compétence urbanisme à l'échelle intercommunale, et le Grenelle considère le PLUI comme la norme. Donc, il me semble que c'est à ces échelles-là qu'il faut travailler l'intégration et la prise en compte des questions de biodiversité dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Et à ce titre, je pense qu'une région devrait s'appuyer sur ces échelons-là et aider à l'intégration de la biodiversité dans ces procédures d'urbanisme. Et dernier point, ce serait de mieux faire le lien entre les questions paysagères et la question de biodiversité. En particulier, le ministère de l'écologie est en train de remettre en route les plans de paysage. Ça a été annoncé dans la conférence environnementale avec la loi biodiversité qui va avoir un volet paysager et il va avoir un appel à projet sur des plans de paysage pilotes, plans de paysage qui consistent à élaborer un projet de territoire sur cette base-là. Donc, parce que Jérôme Bignon parlait de l'intérêt d'une étude paysagère à l'échelle de la communauté de communes, je pense que c'est un très bon principe d'engager au préalable à un document d'urbanisme et à des opérations importantes une bonne connaissance en matière de plans de paysage et de biodiversité. Voilà, donc je pense que voilà des relais, ce qui me semble être des relais sans doute intéressants pour la région au niveau local. Merci beaucoup Yves Gorgeux. Yves Gorgeux qui a, sans le savoir, vous le connaissez en fait, puisque c'est lui qui a publié énormément pour Mairie Conseil sur tout ce qui était paysage, territoires ruraux, intégration de l'environnement dans l'aménagement du territoire, sur les territoires ruraux. Voilà, donc je remercie. On a quelques difficultés quand même sur la qualité des PLU et des SCOT, mais bon, il faut justement qu'il y ait une organisation nationale et des moyens dédiés à cela. Je rejoins Valentine. Thierry ? Avant de passer, oui, juste avant de passer à Thierry, 2 secondes, c'est une toute petite respiration, bien que Thierry va nous faire également respirer. Vous avez entendu, il y a beaucoup d'idées depuis ce matin, des bonnes idées, des festivals, des slogans, réflexe et non pas contrainte, l'araignée plus forte que le Kevlar, etc., etc. Il y a une autre personne qui a créé un cabinet, c'est quelqu'un qui a fait Polytechnique, qui a fait Stanford, et qui s'est dit qu'il y avait d'autres manières de parler de l'environnement et également des problèmes sociaux au sein des entreprises notamment et des collectivités, mais surtout au niveau des entreprises. Donc il a lancé des idées pour essayer d'être un peu plus développement durable. Alors c'est ce qu'il appelle Dédé, êtes-vous Dédé? Donc on vous passe un tout petit film avant Thierry, et justement en vous posant la question, êtes-vous Dédé? Et surtout la voiture, évitez!
180 grammes de CO2 au kilomètre, vous vous rendez compte? En avion, 97, et en voiture 180, et le train 3. Donc évitez vraiment la voiture. Hein. Ou alors, si vous devez y aller en voiture, mais bourrez-la. Bourrez-la, parce que 180 grammes au kilomètre carré, divisé par le nombre de gens, plus vous avez de gens, si vous êtes 10 dans la bagnole, ça fait plus de 18 grammes. Et vous êtes proche du train, vous êtes comme s'il y avait 6 trains côte à côte. Hein. Mais donc bourrez la bagnole. Prenez tout ce que vous trouvez, de la famille, des amis, des autostoppeurs, vous bourrez, comme ça vous êtes dédés. Hein, bon, voilà. Ah, parfois ils sont emmerdés, ils disent putain, je voulais pas aller là. Bon. Je dis, ferme ta gueule, sois dédé. Hein. Bon, quand tu seras arrivé chez moi, eh ben on verra, tu prendras une autre bagnole, tu bourreras une autre bagnole pour aller ailleurs. Vous voyez, ça, soyez dédés. Et donc c'est ça qui est important, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui seront en fait bourreurs dédés. Hein. Ils bourreront les bagnoles pour qu'on soit dédés. Hein. Et donc vous voyez ce que je veux dire, c'est réfléchissez chaque fois, posez-vous la question et faites appel à la cohésion. Voilà, donc on va présenter Thierry Tatoni. Est-ce qu'on présente? Donc on a une chance rare en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons la chance de bénéficier de l'IMBE, ancien IMEP, donc Institut méditerranéen de biologie et d'écologie marine. On a la chance d'avoir cet organisme qui permet de nous faire prendre du recul. C'est une opportunité également de créer des passerelles, de vraies passerelles entre la science et les gestions territoriales. Il y a peu de régions qui ont cette chance-là. Ça offre également une véritable capacité à prendre du recul. Alors Fabienne Alacduis me disait tout à l'heure que la trame verte et bleue n'était pas un outil technocratique. Pour d'autres, c'est un outil ou un pur produit scientifique. Alors Monsieur Tatoni, d'ailleurs, je me permets de vous remercier pour la petite séquence théâtre dans l'atelier Aimer logements sociaux. Alors, Monsieur Thierry Tatoni, les avancées de la recherche, les passerelles avec les politiques publiques, les perspectives sont-elles dans nos mains avec le SRCE? On en est où et vous en pensez quoi? Oui, je vais faire très vite et très simple. Mais normalement, j'avais 2 diapos pour vous montrer qu'on peut tout comprendre en 3 clics. Le challenge. Donc j'aimerais bien qu'il y ait le premier clic. Non, ça c'est le dernier clic. T'es en train de me planter toute ma mise en scène. Il va y avoir un premier clip avec des jolies couleurs vertes et roses. Bon. Voilà, et pas plus loin pour l'instant. Et après, de clic en clic, vous allez voir, c'est assez simple. J'aimerais revenir sur le principe même, parce que, encore une fois, pour se sortir de l'écueil technocratique, c'est bien de revenir sur le principe. Et l'idée que l'on avait, c'est avant d'aller déjeuner, avant de se quitter aujourd'hui, qu'on soit sûr qu'on partage tous le principe qui sous-tend tout ce qui est du domaine des trames vertes et bleues, du schéma régional de cohérence écologique. Et tout ce principe tourne autour de la préoccupation des continuités écologiques. Alors, le discours aussi, j'aimerais l'avoir le plus simple possible, parce que pour revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, la nature n'a rien de compliqué, elle est juste complexe. Et ce complexe-là, il y a des spécialistes, dont je fais partie, qui essayent de simplifier cette complexité. La nature devient compliquée lorsqu'on rentre dans les relations entre homme et nature. Mais là aussi, on fait appel à des spécialistes des sciences humaines, qui sont spécialistes du complexe humain, au sens large, je parle. Et c'est en travaillant avec ces spécialistes des sciences humaines qu'on arrive à rendre ce qui nous paraît compliqué dans les relations homme-nature, à transformer le compliqué en complexe et à essayer d'expliciter cette complexité. Alors bien sûr, là, je n'ai pas fait très simple, mais juste pour vous dire qu'il n'y a absolument rien de compliqué dans la nature. Et au contraire, la nature, c'est le bon sens par nature, comme le terme l'indique. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour la biodiversité? C'est juste le problème, c'est qu'on est dans un phénomène d'érosion de la biodiversité. Et qu'est-ce que c'est le principal facteur de cette perte de biodiversité? C'est tout simplement la destruction et la fragmentation des habitats. Ça, c'est le constat qu'il faut partager. Et il ne faut même plus discuter de ça, on n'en est plus là, on en est maintenant, c'est comme ça, on l'a compris, c'est cette fragmentation des habitats. Mais attention, qu'on soit d'accord, qu'est-ce que c'est que la fragmentation des habitats? C'est le passage, en gros, de cette couleur majoritairement verte à une couleur majoritairement rose. De manière très symbolique, le vert correspond aux espaces à caractère de nature. Et il y a une chose aussi qu'il faut assumer, c'est que la nature ne se porte jamais aussi bien que dans les espaces naturels. Ça paraît une lapalissade, on entend tellement de choses de nos jours qu'on a l'impression que la nature est de partout. Mais la nature qui fonctionne avec un fonctionnement écologique rationnel, ça se passe dans les espaces naturels. Après, il peut y avoir des espaces artificialisés dans lesquels la nature peut arriver à trouver son compte.
ça c'est possible. C'est le cas par exemple d'agrosystèmes, mais il peut y avoir aussi des agrosystèmes dans lesquels la nature ne trouve plus du tout son compte. Il y a des villes dans lesquelles on arrive à rendre compte, à faire du bien à la nature, mais majoritairement, les villes font du mal à la nature. Là aussi, c'est plus la peine de tourner autour du pot, il faut rentrer sur ces choses très simplistes, mais qu'il faut intégrer. Et ce qui se passe à la fragmentation, c'est juste la réduction de ces espaces naturels dans lesquels la nature s'exprime bien, et c'est la réduction de ces espaces naturels, et surtout dans la réduction de ces espaces naturels, il y a aussi l'isolement des espaces naturels des uns par rapport aux autres. Et là, ça amène au deuxième clic, s'il vous plaît. Deuxième clic. Deuxième clic, l'isolement amène à ce genre de situation où un individu d'une population ne peut plus faire la fête avec les autres. Alors, ne peut plus faire la fête, c'est embêtant, parce que ça veut dire que la population va moins bien se porter. Et puis, on le sait tous, on a tous été plus ou moins jeunes, et j'espère qu'on le fait toujours encore. Quand on fait la fête, on a des idées derrière la tête, et l'idée qu'on a derrière la tête, c'est d'aller un petit peu folâtrer, voire même copuler avec les gens avec qui on fait la fête. Et heureusement qu'il y a ça dans la nature, parce que quand on copule, ça génère des flux de gènes. Et les flux de gènes sont la base même de la biodiversité. S'il n'y a plus de flux de gènes, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de potentialité évolutive. Donc derrière le problème de la fragmentation, il y a le fait qu'on ne peut plus faire la fête, à tous les sens du terme, avec ses congénères. Et c'est ça le gros problème de la biodiversité. Alors actuellement, on en est où? On en est à comment on peut permettre à la nature de continuer à faire la fête. Alors pour ça, ça fait des années qu'on se pose des questions. Troisième clic. Sur lorsqu'on... Ah, là, il y a un clic de trop. Encore une fois? Ouais, c'est technologiquement un petit peu poussé ce que j'avais mis en place, c'est pour ça. Bon, normalement, il y a une animation, désolé, mais voilà, encore un coup en arrière. Voilà, parfait. Ça fait des années qu'on se pose la question sur, lorsqu'on met, pour protéger cette nature, pour protéger la biodiversité, est-ce qu'il vaut mieux avoir une grande zone naturelle que l'on va préserver, ou, comme on ne peut pas faire des grandes zones naturelles, est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir plein de petites zones naturelles? Et ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étais jeune, la controverse du SLOS, pour vous dire que ce n'est pas d'hier quand même. Et puis, avec la trame verte et bleue, on arrive à résoudre un petit peu ce problème, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas la peine de forcément avoir de grandes superficies d'un seul tenant, mais on peut essayer de voir comment on peut relier ces différentes petites tâches. Et là, c'est le troisième clic, normalement, qui montre que, finalement, en ménageant des continuités entre les petites tâches, on a à l'arrivée une tâche, quatrième clic, qui correspond, même en mieux, à la zone, aux potentialités de la grande zone que l'on pouvait rêver, parce que tout naturaliste au départ et écologue de base rêve de ces grandes réserves naturelles. Mais tout citoyen, décideur, aménageur sait que ces grandes zones naturelles ne sont pas possibles. Enfin, dans la plupart du cas, on ne peut pas raser des villes, raser des champs pour y mettre des grandes zones naturelles, puis c'est complètement antinomique avec la notion de développement et de bien-être humain. En revanche, on peut essayer de réfléchir pour essayer de simuler ces grandes zones naturelles, et c'est toute l'idée qu'il y a derrière les continuités écologiques. C'est-à-dire dans un contexte qui est celui actuel, où on a besoin de champs pour manger, on a besoin d'agriculture pour manger, on a besoin de villes pour être hébergé, comment on peut arriver à trouver des passages dans tout ce complexe-là, pour arriver à donner à la nature de quoi continuer à échanger, en gros, donner aux espèces sauvages les possibilités de faire la fête. Et tant que les espèces sauvages feront la fête, nous, on pourra bénéficier de tous les confettis, les serpentins qui sont générés par cette nature festive. Voilà, merci. Merci beaucoup. Un petit mot, on va pouvoir rediscuter, et on ouvre en fait sur les travaux de l'après-midi, donc un petit mot de Laurent Meyer et Marie Boucher en conclusion et en ouverture sur les travaux de l'après-midi. Ensuite, le déjeuner pour les participants de ce matin, et on retrouve les participants de cet après-midi à 14h15. Du coup, on va proposer, voilà, 14h15, ouais, 1h. Parce qu'on va quand même profiter, parce que comme je vous disais ce matin, il faut qu'il y ait un peu de plaisir quand même. On va profiter pour manger. Simplement, rapidement, parce qu'on va faire ça à deux voix comme ce matin. Et moi, je vais juste vraiment vous remercier toutes et tous d'être venus, d'être restés. Et puis, surtout, vous inviter à rester longtemps sur la démarche. Parce que là, comme on a pu voir, le dialogue est important. Et la petite idée qu'on avait, c'est que cette rencontre autour de ces démarches, autour de la biodiversité, en tout cas ces rencontres entre élus, entre différents secteurs et niveaux de collectivité, sont importantes dans une démarche assez simple. Hein, vous avez vu, simple, efficace, rationnelle, mais aussi pleine de mouvements intellectuels et d'action. Eh ben, nous souhaitons peut-être les mettre en place chaque année
Voilà, donc ça c'est un dire, on va dire, un dire de la région, et je pense que ça permettra de continuer l'action, comme vous dites, de compréhension, d'appréhension, d'appropriation des enjeux autour de la mise en place du schéma régional de cohérence écologique, au-delà des discours, on va dire, techno-barbares que ça peut... Il y a Laurent qui craque, qui peuvent s'exprimer de part et d'autre, et de faire le lien sur, en effet, comment repenser la société dans laquelle on est pour mieux la conserver, enfin, ou en tout cas la rendre différente pour mieux l'appréhender, pour le mieux vivre. Et comme on disait ce matin, Monsieur Bignon, tout à l'heure, c'est améliorer la vie des hommes, et bien sûr des femmes. C'était un petit point d'humour. Simplement, voilà, pour vous dire merci, et donc à bientôt. Cet après-midi, il y a le rendu du diagnostic, mais je vais laisser Laurent Neillard de l'Adréal de le présenter. Merci à tous. Non, en 2 mots, je suis le techno-barbare de l'État, vous l'aurez remarqué. J'ai bien aimé, nous allons slosser. Alors, comment nous allons slosser pour le schéma régional de cohérence écologique? Pour les personnes qui vont nous quitter malheureusement et qui ne pourraient pas assister cet après-midi, nous allons bien développer effectivement les approches plus techniques de ce que nous avons pu déjà parcourir ensemble et de ce que nous reste encore à parcourir. Simplement, peut-être juste pour les personnes qui n'auraient pas la chance de rester cet après-midi, des éléments de calendrier sur on va dire, l'élaboration stricte du SRCE, sachant qu'après, il aura vocation à perdurer dans son animation. Là, nous allons avoir des rencontres très très importantes sous forme d'ateliers dans chacun des départements, comme nous l'avons pu le faire pour le diagnostic. Nous allons faire la deuxième phase, qui est une phase d'élaboration co-jointe, donc co-élaboration des propositions de mesures d'action sur le SRCE, donc par département, et ça sera aux environs de février-mars. Donc vous serez naturellement largement invités, comme nous l'avons fait dans la première démarche, et c'est là que nous aurons aussi beaucoup de plaisir à avoir la multitude des acteurs de nouveau participer, y compris naturellement, j'espère, les élus. Il y aura également dans la suite 3 ateliers thématiques, un atelier sur l'eau, un atelier sur l'environnement forestier et un autre sur l'agriculture pour la prise en compte donc, des trames, également dans l'élaboration des mesures. Il y aura une phase de validation technique, puis il y aura une phase un petit peu plus concertative, classique, c'est-à-dire que chacune des communes et chacun des collectivités vont être interrogées, donc des personnes associées vont être interrogées, vont pouvoir, dans une concertation plus classique cette fois-ci, faire remonter sur la base du projet leur avis, des avis des communes, des EPCI et autres, et donc formellement pouvoir participer et faire remonter donc leur contribution. Il y aura également une enquête publique, ce sera plutôt fin 2013, et nous espérons pouvoir de premier ou deuxième trimestre 2014 enfin avoir un document cadre, un schéma régional, donc à une grosse trame effectivement, qui permettra de donner les grandes orientations et donnera effectivement des indications extrêmement utiles dans le lien PLU-SCOT, schéma régional, donc pour pouvoir continuer sur cette lancée. Cela étant, dans les années qui vont suivre, mais ça on a encore le temps de le voir, il y aura naturellement un comité de suivi et ce schéma et la mise en œuvre vont pouvoir être suivis et diligentés pour qu'on soit vraiment dans quelque chose de cohérent, à la fois dans les grandes échelles et dans les petites échelles. À titre personnel, pour les personnes que je ne pourrai pas revoir cet après-midi, en tout cas un grand merci pour votre participation parce que ça a été vraiment à titre personnel extrêmement enrichissant ce matin. Merci. Laurent. Juste saluer les intervenants, je ne l'ai pas fait, mais remercier vraiment de tout cœur. Voilà, le mélange des choses est toujours important. Je les remercie également. Effectivement, on a des équipes conjointes qui ont beaucoup bossé, donc un grand merci à elles. Et puis voilà, toutes les équipes internes à la région, puis externes, sur lesquelles nous avons bien choisi en fin de compte. Voilà. De mobilisation, vraiment merci. Et puis simplement, il y a eu vraiment des mots, comme disait Karine, des mots-clés ce matin. Il va falloir un peu y travailler pour bien préparer ces ateliers mesures, parce que qui dit mesure, si simplement on avance comme ça, on va avoir des petits points de cassure, en tout cas sur la compréhension des choses. Donc, bien prendre en compte tout cela. Et vraiment, encore merci. Alors, juste, pardon. Juste pour vous remercier et pour se donner rendez-vous, donc on va aller déjeuner dans la salle de restauration et je vous invite à sortir par cette porte-là
Parce qu'il y a un petit cadeau de la biodiversité qui vous attend.